Merci Fabien. Très bien. Alors, ce colloque avait pour thème l'éducation à l'âge numérique, les paradigmes en émergence, et je pense vraiment que les jeux vidéo font partie de ces paradigmes en émergence. Alors, pour vous en parler, on m'a invité comme cofondateur d'Ululab. Je vais rapidement vous présenter cette entreprise qui a été fondée ici à Montréal en 2012 par Danny Joly, qui était un ingénieur chez Microsoft pendant 6 ans, François Boucher-Jeunesse, qui était game designer chez Bungie. Juste lever la main, François, pour qu'on puisse te voir. Très bien. Et moi-même, qui étais enseignant au primaire et également conseiller pédagogique chez Druide Informatique. Alors, Ululab a comme mission de créer des jeux vidéo éducatifs, mais qui se basent sur la recherche scientifique. Et c'est pour cette raison qu'on collabore depuis le début avec l'UQAM. Plusieurs professeurs de l'UQAM ont travaillé avec nous pour valider notre approche pédagogique, mais également pour réaliser des recherches pour mesurer l'impact de nos jeux sur l'apprentissage. Alors, le contenu de cette conférence, je vais rapidement donner quelques exemples de jeux vidéo éducatifs. Ensuite, je vais faire une démonstration un peu plus complète, présenter en primeur des résultats de recherche sur un jeu qu'on a produit, et finalement, vous donner quelques conseils pour choisir de bons jeux vidéo éducatifs. Alors, commençons tout de suite avec un exemple d'un bon jeu pour apprendre. Et c'est un jeu que je suis persuadé que tout le monde connaît, c'est Super Mario. Je sais, ça ne paraît pas évident, mais je vous dis, je vais vous convaincre. On a un exemple ici d'un des tout premiers tableaux, on a notre petit Mario, puis je vais verbaliser un peu tout ce qui se passe dans ma tête pendant que je joue à Super Mario pour la première fois. Je réalise que je peux me déplacer à gauche, à droite, que je peux sauter. J'ai des petits cubes marqués d'un point d'interrogation. Je ne sais pas ce que ça fait. Alors, j'émets l'hypothèse que je pourrais les activer d'une certaine manière. En sautant, je vais libérer un objet. Ici, c'est un champignon. Ah, qu'est-ce que fait un champignon? Je n'en ai pas la moindre idée. Je vais formuler une autre hypothèse. Je vais dire, peut-être que je peux l'attraper, ça va faire quelque chose. Et là, je réalise que je peux le manger et devenir beaucoup plus grand. Tout ça, je l'ai appris, là, personne ne m'a aidé. Là. Alors, j'ai appris comment ça fonctionnait. Puis, une fois qu'on est grand, on réalise qu'on peut ensuite briser des murs de briques, ce que je ne pouvais pas faire avant. Alors, le jeu vidéo ici, comme vous avez pu le voir, j'étais vraiment engagé dans ma tâche. J'ai pu découvrir tout ce monde, l'explorer. C'est un apprentissage qui était signifiant quand je le réalisais. J'ai pu également faire mes apprentissages à mon propre rythme. Donc, je peux faire autant d'échecs que je veux, je peux faire mon exploration à mon rythme. J'avais des problèmes à résoudre, donc comment lutter contre tel ennemi, telle menace, ou comment sauter par-dessus un gouffre. J'ai pu valider ou invalider mes hypothèses. J'ai compris comment fonctionnait le système Mario Bros. Et là-dedans, il y a des solutions multiples et j'ai une rétroaction instantanée. Alors, imaginez tout ça pour une activité scolaire. Ça serait absolument génial. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec les jeux vidéo? C'est qu'on s'est dit, on va prendre ce qu'on fait, ce qui est génial avec Super Mario, et on va l'appliquer pour un contenu éducatif. Alors, comment je pourrais faire? Eh bien, pour rentrer dans le tuyau, je vais tout simplement poser une question. Alors, j'imagine que si vous voyez un jeu vidéo éducatif comme celui-là, votre fun vient de tomber dramatiquement. Je ne sais pas pourquoi on me pose une question sur les mathématiques. Moi, je m'amusais énormément à Super Mario. Tout d'un coup, on me pose cette question. Vous riez, mais pendant très, très longtemps, c'est exactement cette approche-là qui a été utilisée pour les jeux vidéo éducatifs. Ici, c'est un vrai exemple. Donc, un jeu où il faut lancer un ballon de basket dans le panier. Et pour pouvoir avoir la chance de lancer un ballon, il faut répondre à cette question. Et ça, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est vraiment extrait du jeu vidéo. On pourrait se dire, bon, mais dans ce cas-ci, c'est un jeu qui a faible budget, mais non, on a exactement la même approche avec des jeux, avec des environnements 3D. Donc, peu importe le budget, on retrouve cette approche-là. C'est ce qu'on appelle affectueusement dans le milieu le brocoli recouvert de chocolat. Donc, le brocoli, c'est le contenu éducatif, c'est les légumes, c'est bon pour la santé, hein, c'est ce qu'on veut faire avaler. Et pour le faire avaler, on le recouvre de quelque chose que les enfants adorent, c'est le chocolat. Mais vous admettrez avec moi que c'est une recette qui est peut-être vouée à l'échec. En tout cas, ça risque de ne pas goûter très, très bon. Je l'ai représenté, cette recette, avec un schéma. Donc, d'un côté, on a tous les éléments qui viennent des jeux vidéo, donc les récompenses, l'immersion, etc. Et de l'autre, on a tous les contenus éducatifs. Et la tendance des dernières années, ça a été de vraiment rapprocher les deux sphères ensemble le plus possible. Et on obtient ici, à l'intersection, finalement, c'est à l'intersection qu'on obtient un bon jeu vidéo éducatif. C'est un peu du gâteau aux carottes.
contrairement au brocoli recouvert de chocolat, on a un parfait mélange. Alors, dans ce spectre-là, tous les jeux vidéo ne sont pas toujours super bien intégrés au contenu éducatif. On a beaucoup d'activités scolaires qui sont gamifiées, on appelle ça la ludification, donc l'intersection est assez mince. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend un contenu éducatif et on y colle par-dessus des éléments de jeux vidéo. Et on a aussi de l'autre côté du spectre des jeux vidéo où l'intégration est beaucoup plus importante. Je vais vous donner un exemple tout de suite avec un jeu d'une bonne amie de Boston qui s'appelle Counting Kingdom. Et ici, c'est un jeu pour s'exercer à compter rapidement, faire des calculs mentaux. Il y a beaucoup de stratégies. On doit tout simplement empêcher les monstres d'atteindre son château. Et pour ça, on utilise des cartes de sorts avec un certain nombre pour supprimer les monstres. Donc, on a vraiment une bonne intégration entre les mathématiques et le jeu vidéo, contrairement à un jeu comme Mystery Math Museum, où là, les deux sphères sont assez éloignées. Donc, pour pouvoir se déplacer, et dans ce cas-ci, pour ouvrir la porte, on doit répondre à une équation mathématique. On est assez proche du jeu de basketball ici, et on pourrait mettre à peu près n'importe quel contenu dans la question pour ouvrir la porte. Alors, est-ce que c'est mauvais quand on a une activité gamifiée? Bien, pas toujours. Il y a des intégrations qui se font bien. Par exemple, NetMath, sans doute un produit que vous connaissez. On a ici une sphère un peu débalancée, mais on a beaucoup de contenu éducatif, beaucoup de matière en mathématiques, avec un peu de gamification, avec des points, des scores, puis des éléments narratifs. On a également de l'autre côté du spectre Class Dojo ou alors Classcraft, qui sont des systèmes d'émulation. Très peu de contenu éducatif parce qu'on est là simplement pour gérer les comportements en classe. Par contre, on utilise une panoplie d'éléments issus des jeux vidéo éducatifs. On a aussi énormément de jeux questionnaires, comme ceux de MindSnack. Donc, ils se sont fait connaître en faisant des jeux questionnaires pour apprendre l'anglais, le français, l'allemand, etc. Et la même recette a pu être utilisée pour des questions en géographie, par exemple pour la géographie des États-Unis. Sous forme de questions-réponses, c'est quand même bien fait. Et ces jeux-là ont un avantage, c'est que le contenu éducatif, on peut le remplacer par à peu près n'importe quoi. Avec un jeu questionnaire, on peut voir les multiplications, les additions, les fractions. Je peux changer de matière, je peux poser des questions sur la géographie ou alors sur les langues. Donc, il y a quand même un avantage. On peut voir beaucoup de contenu. Alors, les jeux sérieux sont souvent utilisés pour s'exercer, réviser de la matière, et le plus souvent, c'est pour apprendre des faits, parce que c'est beaucoup plus facile de faire un jeu vidéo pour apprendre des faits. L'avantage, c'est qu'on a de la rétroaction. Donc, contrairement à un devoir qui est fait à la maison où la correction est seulement le lendemain, on peut tout de suite voir qu'on a fait une erreur ou qu'on a bien réussi. On obtient des récompenses, donc on augmente notre engagement. La correction se fait automatiquement, et ça, comme enseignant, je peux vous dire que c'est très précieux. Et on peut colliger les résultats, par exemple, pour des évaluations. Je pense à NetMath, où ils ont tout un système pour corriger les résultats des élèves de leur classe. Alors, dans le processus d'apprentissage de l'élève, on retrouve bien évidemment l'enseignant. Et les jeux peuvent servir de consolidation pour les apprentissages qui sont faits en classe. Donc, par exemple, sur les fractions, on peut, une fois qu'on a compris le numérateur et le dénominateur, qu'est-ce que ça représente, on peut faire des petits jeux pour valider ou pas si on a bien compris. Malheureusement, quand l'élève a une mauvaise réponse, à ce moment-là, ce type de jeu, on voit tout de suite la limite. Le jeu ne va pas pouvoir lui expliquer pourquoi c'est une mauvaise réponse et généralement, il n'y a pas beaucoup d'aide pour le soutenir dans son apprentissage. C'est pour ça, évidemment, que l'enseignant est super pertinent et c'est lui qui va pouvoir revenir sur la matière pour favoriser cette intégration. Donc, on l'a vu, les jeux vidéo éducatifs, ils sont souvent en aval dans le processus d'apprentissage pour s'exercer, réviser, puis apprendre des faits. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait avoir en amont? Vous vous souvenez du premier jeu que j'ai présenté, Super Mario. Donc, on avait une approche où on voulait valider, invalider les hypothèses. J'étais complètement autonome. Il n'y avait pas un adulte qui était là pour me dire comment faire. J'ai pu apprendre de manière aussi autonome comment fonctionnait le système et résoudre des problèmes complexes. Alors, cette inspiration de Super Mario, François Boucher-Jeunesse a voulu l'appliquer. Il était à l'époque game designer à Seattle chez la compagnie Bungie, créateur de Halo 3. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce jeu-là. C'est un jeu où on shoot pas mal de personnes. Il n'y a absolument rien d'éducatif. Mais pendant qu'il travaillait chez Bungie, François s'est demandé comment je pourrais faire pour utiliser toutes les mécaniques de jeu
et faire en sorte que les gens puissent apprendre quelque chose d'utile, quelque chose qui est vu à l'école. Alors pour ça, en 2008, il a quitté son emploi pour venir faire une maîtrise en éducation à l'UQAM, et son objectif, c'était de créer ceci. Donc, un jeu où tout le contenu éducatif est intrinsèquement lié au gameplay. Alors, il l'a fait, et ce jeu s'appelait Mechanica. C'est lui qui l'a conçu, c'est un jeu pour apprendre la physique mécanique. C'est très utile pour les étudiants de secondaire 5, donc comment les objets se déplacent dans l'espace. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu le reportage de découverte là-dessus? Super. Bon, ben, il y a juste une personne pour les autres. Je vais heureusement vous résumer les résultats de sa recherche. Alors, pour la métaux, 647 élèves ont été séparés en 3 groupes. Un premier groupe qui a seulement eu l'enseignement traditionnel, un deuxième groupe avec enseignement traditionnel et des périodes de jeu de Mechanica, et finalement un dernier groupe qui a seulement joué à Mechanica à la maison. Pour évaluer l'apprentissage, on a fait un pré-test et un post-test, et pour ça, on a utilisé le Force Concept Inventory, qui est un test standardisé pour mesurer l'apprentissage des élèves quant aux lois newtoniennes. Alors, pour le groupe avec l'enseignement seulement, il y a une amélioration de 1,9 points de pourcentage. Pour le deuxième groupe, 9,2. Et là, la grosse surprise qui est à l'origine du LULAB, c'est le groupe qui a seulement joué à Mechanica a quand même eu une amélioration de 7,3 %. Alors, une fois qu'on a vu ça, François, Dany et moi, on a décidé de fonder ULULAB et de se dire qu'il faut qu'on puisse être capable de reproduire ces résultats-là avec d'autres jeux, avec d'autres matières. L'autre matière qu'on a choisie, le thème, c'est les fractions. Pourquoi? C'est un concept qui est extrêmement difficile à comprendre pour de jeunes enfants et c'est surtout un concept qui est déterminant pour tout l'apprentissage des mathématiques à l'école. On le voit en probabilité, on le voit avec les pourcentages, avec les ratios, etc. Et c'est un concept assez contre-intuitif. Les jeunes apprennent très rapidement que 3 est inférieur à 4. Jusque-là, ça va très bien. Mais pourquoi 1 sur 3 est supérieur que 1 sur 4? Puis je continue le processus. Là, bon, je me suis dit, avec les fractions, c'est l'inverse. Mais dans le cas de 2 tiers par rapport à 3 quarts, ma règle ne fonctionne plus. Quand je fais une addition, je garde le même dénominateur. Tout d'un coup, quand j'additionne 1 quart et 1 tiers, il faut que je change le dénominateur. Comprenez que si on n'a pas des fondements solides sur ce que c'est qu'une fraction, on n'arrivera jamais à créer du sens avec ces équations mathématiques. Alors, notre objectif, ça a été de créer un jeu vraiment amusant. Donc, l'idée, ce n'était pas de faire une activité gamifiée, mais un vrai jeu. Ensuite, on voulait qu'il soit intuitif, c'est-à-dire sans instruction écrite ou verbale. Pourquoi? Parce que les enfants ne lisent pas les instructions, tout simplement. Ensuite, on voulait valider notre approche par des experts et on voulait un jeu sans questions. On en retrouve beaucoup et Mario Bros, il n'y a pas de questions, alors on y va avec un jeu intuitif. On est arrivé à créer Slice Fractions. Alors, je vais vous faire une petite démo pour que vous puissiez mieux comprendre de quoi il s'agit, comment ça fonctionne. Donc ici, j'ai mon téléphone. Parfait. Donc, un des premiers éléments, c'est quel est le but du jeu? Bien, le but du jeu, c'est tout simplement de libérer le passage du petit mammouth pour qu'il puisse continuer sa course. Deuxième principe essentiel, c'est que dans notre jeu, le chemin est bloqué par de la lave ou de la glace, et ici, la lave annule la glace. Jusque-là, c'est très simple. Une fois qu'on a compris ces 2 concepts fondamentaux, je vais pouvoir faire un paquet d'autres exercices. Donc, je vais avancer vers un niveau un peu plus avancé. Juste ici. Parfait. J'ai 4 colonnes de glace à la même hauteur qui bloquent mon chemin. Alors, intuitivement, les enfants, ce qu'ils vont faire rapidement, ils se disent, bon, ben, j'ai 4 colonnes, je vais couper ma lave en 4 morceaux et je vais envoyer les 4 morceaux. Qu'est-ce qu'ils découvrent? La première colonne, il n'y a pas eu assez de lave, et les 2 du milieu en ont trop eu. Donc, simplement par l'essai-erreur, les élèves vont être amenés à se dire comment je peux diviser un entier en 4 parties égales, étant donné que j'ai 4 colonnes à la même hauteur. Et j'ai résolu mon puzzle. Admettons que l'enfant ait de la difficulté avec un tel défi. On a intégré un système d'aide pour les aiguiller, sans leur donner la bonne réponse. Donc, quand j'appuie plusieurs fois sur Retry, on va enlever un niveau de difficulté. Donc, j'ai enlevé ici une ligne, et là, je vais être beaucoup mieux guidé pour pouvoir résoudre mon problème. Ensuite, une autre chose qu'on a fait,
On a conçu le jeu, parce que vous n'avez toujours vu aucune fraction, même si le jeu s'appelle Slice Fractions. On a décidé de faire en sorte que même un enfant qui n'a jamais vu de fraction de sa vie allait pouvoir comprendre ces concepts-là. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a introduit graduellement le concept de fraction avec une annotation symbolique. Les petits triangles rouges représentent le numérateur. Ensuite, les formes en bas représentent le dénominateur. Et on va associer les représentations numériques aux représentations symboliques. On prend une trentaine de tableaux pour faire cette association-là. Une fois que la représentation numérique est bien maîtrisée, on va pouvoir faire des tableaux qui utilisent uniquement la représentation numérique. Je donne un petit exemple. Est-ce que je vais aller ici? Parfait. Donc ici, simplement, on a la représentation numérique. J'ai un bloc de glace qui est séparé en 6 morceaux. Je vais pouvoir ici couper et résoudre le puzzle. Dernier niveau que je vais vous montrer, qui est particulièrement intéressant à mon avis. Donc c'est les 4. Juste ici. On introduit des nuages de fumée. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas que les enfants puissent se fier seulement sur la forme, la taille des objets. Donc, en masquant la taille du bloc de lave et en affichant la représentation numérique, ils sont obligés de se fier sur qu'est-ce que vaut une demi. Et derrière chaque niveau, il y a une intention pédagogique. Ici, ce qu'on voulait montrer, c'est que qu'est-ce que c'est qu'une demi? Est-ce qu'une demi, c'est juste un bloc coupé en deux ou est-ce qu'on peut le couper de différentes manières? Donc, si je fais un demi ici et un quart, il n'y a rien qui se passe, la physique ne fonctionne pas. Non, il y a différentes manières de couper une demi. Là, je vais réfléchir et voir comment je peux couper un entier en deux. Il y a vraiment plusieurs manières. Maintenant que vous avez bien compris un peu en quoi consiste Slice Fractions, le jeu a eu beaucoup de succès. Sur l'App Store, on a une note moyenne de 5 sur 5, ce qui est plutôt rare. On a reçu de nombreux prix internationaux, dont le Best of 2014. Mais malgré tous ces succès, il y a une question qui demeurait essentielle pour nous et qui n'a pas été répondue, c'est est-ce que c'est efficace? Est-ce qu'on arrive réellement, avec un petit jeu comme vous avez pu le voir, à maîtriser le concept de fraction? C'est pour ça que nos amis à l'UQAM ont travaillé très fort. Stéphane Cyr et Martin Riopel ont mené une recherche pendant 1 an et nous allons vous dévoiler les résultats en primeur. À peu près la même méthodologie que pour Mechanica. Donc, on avait 139 élèves qui ont été répartis en 3 groupes. Premier groupe, seulement l'enseignement. Deuxième groupe, le jeu et l'enseignement. Et finalement, le troisième groupe, uniquement le jeu. Pré-test, post-test, on a utilisé le TIMSS, qui est un test en mathématiques utilisé à travers le monde pour mesurer l'apprentissage des élèves. Et on a retenu 14 questions qui étaient liées aux fractions, évidemment. Premier résultat, amélioration de 7,6 points de pourcentage pour le premier groupe. Le deuxième, 10,3. Et la grosse surprise, c'est que les élèves qui ont uniquement joué au jeu ont une amélioration de 10,5. Donc, on était extrêmement contents, mais les surprises ne s'arrêtent pas là. Ce qui nous a beaucoup étonné, c'est quand on analyse les questions parmi les 14, il y avait 4 questions abstraites. Je vous donne un exemple ici. Quelle fraction est égale à 2 tiers, 3 quarts, 4 neuvièmes, 4 sixièmes, 3 demi? Il n'y avait aucun soutien visuel pour cette question-là. Donc, c'est ce qu'on appelle un peu une question abstraite. Et on pourrait croire que notre jeu aurait un impact assez faible pour ce type de questions, étant donné que dans notre cas, tout est visuel. Eh bien, au contraire, là où on a observé la plus grande progression et là où il y a eu la plus grande taille de l'effet, eh bien, c'est justement sur les questions abstraites. La conclusion des chercheurs, c'est que les élèves ont été capables de tellement bien comprendre le concept de fraction qu'ils ont été capables de transférer leur apprentissage, même dans un contexte complètement abstrait. Ça marche. Ensuite, autre surprise, c'est la vitesse à laquelle le jeu peut avoir un impact. Donc, pour les questions du TIMSS, la moyenne aux États-Unis et au Québec, c'était la même, c'était un hasard, c'était 63,2. Pour le groupe qui a uniquement joué à Slice Fractions, au pré-test, sa moyenne, c'était 51,1. Eh bien, en seulement 3 heures de jeu en classe, seulement 3 heures, leur moyenne a rejoint presque celle des États-Unis et du Québec. Mais ce n'est pas tout, c'est que les élèves du TIMSS, ceux qui ont été testés à travers le monde, ce sont les élèves de 4e année. Or, les élèves de la recherche de Stéphane et Martin, c'était les élèves de 3e année. Donc, quand on voit ça, c'est assez impressionnant de se dire que les élèves de 3e année, en 3 heures seulement, ont réussi à presque rejoindre des élèves de 4e année. Donc, on est extrêmement content de ces résultats-là. Les conclusions, c'est que le jeu a un impact statistiquement significatif sur l'apprentissage des jeunes.
Donc, on est très, très heureux. Maintenant, il n'y a pas que SlideStractions, surtout si vous voulez enseigner le français ou une autre matière. C'est pratique de savoir comment on peut choisir un bon jeu vidéo éducatif. Premièrement, identifiez vos besoins. Donc, il y a des écoles qui sont très bien équipées en iPad ou alors en ordinateur ou en Chromebook. Donc, qu'est-ce que vous avez comme technologie dans votre établissement? Évidemment, le groupe d'âge, le domaine, qu'est-ce que vous voulez apprendre, et puis, quelle est votre orientation pédagogique? Qu'est-ce que vous cherchez à faire avec votre jeu vidéo? Il y en a qui sont très bien pour s'exercer et réviser la matière, d'autres qui sont très bons pour apprendre des faits, d'autres, comme ceux de SlideStractions ou ceux de DragonBox, c'est pour comprendre des concepts, développer des compétences. Puis finalement, si vous voulez réellement évaluer puis avoir des notes, à ce moment-là, retenez des solutions comme NetMath ou alors Taptouche. Les qualités recherchées, généralement, c'est bien quand c'est possible dans le jeu de pouvoir manipuler des objets. Souvent, les jeux questions-réponses, on n'a pas cette possibilité-là et c'est triste. Ensuite, des jeux qui axent les problèmes, en fait, qui axent leur approche pédagogique sur la résolution de problèmes. Aussi, porter une attention particulière à la motivation intrinsèque. Dans le cas de SlideStractions, par exemple, on ne collectionne pas de points. Ceci dit, donc il n'y a pas de variation dans les points qu'on gagne au fur et à mesure qu'on avance. On fait juste ramasser des chapeaux tout le long de son parcours. Donc, tous les élèves finissent par avoir les mêmes chapeaux. Mais pourquoi ils sont motivés à avancer? C'est parce qu'ils vivent de la réussite et du succès. Ensuite, et ça c'est assez rare de le retrouver, c'est est-ce que le jeu offre un soutien quand l'élève vit un échec? C'est assez rare. Aussi, il faut que l'intégration des notions à apprendre soit bien faite avec le game design. Et évidemment, si vous êtes en mesure de trouver des résultats de recherche probants sur l'efficacité du jeu, je vous encourage fortement à choisir cette option. Les pièges à éviter. Je retrouve parfois certains jeux que je teste, des jeux éducatifs, où quand j'ai la mauvaise réponse, c'est marqué « erreur » à travers mon écran. Je vous jure, si j'étais un jeune enfant, ça ne m'encouragerait pas beaucoup à continuer. Donc, au lieu de punir l'échec, plutôt l'utiliser comme une source d'apprentissage. Puis, on a aussi beaucoup de jeux qui utilisent le temps comme facteur de performance. Ça génère quand même beaucoup de stress. Laisser l'enfant le temps de comprendre le système et de répondre à ces questions-là. Donc, de lier la vitesse à la performance, ce n'est pas nécessairement une bonne idée. Il y a beaucoup de ressources. La liste aurait pu être très, très longue. Il y a le récit à travers le Québec. Personnellement, ce que j'aime beaucoup, c'est la newsletter de Children's Tech Review. Donc, c'est un groupe de spécialistes qui font vraiment des évaluations indépendantes, et ça, c'est très intéressant. Régulièrement et ils évaluent une quantité astronomique de jeux vidéo. On a Common Sense Education, superbe plateforme avec des spécialistes indépendants et les professeurs ont la possibilité de contribuer à cette plateforme, de dire comment le jeu a été intégré dans leur classe, de noter le jeu, de donner des commentaires. Donc Common Sense, c'est une bonne ressource. On a également GlassLab. GlassLab qui est un organisme à but non lucratif qui a été supporté par la Fondation Bill et Melinda Gates. Et dans leur cas, eux, ce qu'ils font, c'est ils font une sélection des meilleurs jeux vidéo éducatifs et ils proposent des abonnements aux écoles pour qu'ils puissent jouer sur les ordinateurs. D'ailleurs, SlideStractions fait partie de cette formule. Et puis finalement, il y a les influenceurs. Allez sur les groupes Facebook, allez voir ce qui se passe sur Twitter, dans les différents forums. Je pense entre autres à Brigitte Léonard qui fait un travail extraordinaire. Donc, au Québec, on a vraiment beaucoup de personnes super impliquées, très branchées dans leur milieu, qui ont testé une panoplie de jeux. Et ces gens-là, à mon avis, leur avis vaut de l'or. Alors, pour terminer cette conférence, je conclurai en disant que les jeux vidéo éducatifs, c'est un outil complémentaire efficace. Évidemment, il n'y a aucun jeu vidéo qui va remplacer le travail d'un enseignant, même pas SlideStractions. Donc, c'est pour ça que c'est un outil qui est complémentaire. Mais je pense que c'est utile parce que ça permet d'engager les jeunes à apprendre. Ça leur permet de comprendre des concepts qui sont complexes et parfois, quand on apprend soi-même à travers le jeu, c'est plus facile à intégrer. Et espérons-le, ça fait partie de la trousse d'outils que les gens peuvent utiliser pour lutter contre le décrochage. Merci beaucoup.